Bonsoir à tous. Alors ce soir, on a une émission spéciale. On a le grand honneur et le plaisir de réinviter Louis Fouché, docteur Louis Fouché. Ce soir, on a décidé de parler d'un sujet à la mode, qui est la vaccination. On ne demande surtout pas d'être critique ou d'essayer d'avoir un recul historique ou un recul sur le niveau nutritionnel des populations ou le niveau sanitaire général. On nous présente toujours une sorte de dogme pasteurien. Donc vraiment, on est éduqué à être pro-vax sans aucun questionnement. Ça, c'est pour le contexte en fait. Puis en nous expliquant que les gens qui critiquent la vaccination, en fait, il faut tous les ranger dans un groupe qui serait anti-vax et que c'est des abrutis qui n'ont rien compris. En fait, une idée en fait saut 20e siècle de vouloir éradiquer une maladie. C'est une vision du monde en fait qui est complètement simpliste, quoi. Parce que éradiquer quelque chose, comme on voit aujourd'hui que sur le SARS-CoV-2, les gens qui en meurent, en fait, c'est des gens qui ont un problème en fait de défense, enfin en tout cas d'interaction avec le monde. C'est pas n'importe qui en fait, c'est des gens qui sont déjà fragiles. Moi, je vous invite à considérer cette idée d'éradiquer une maladie comme une illusion, comme quelque chose qui de toute manière n'arrivera pas, quoi. Là, je suis avec un collectif qui s'appelle Réinfo Covid et qui me permet d'avoir des données qui dépassent largement mes connaissances à moi. Et donc ça, c'est vraiment important, même ce que vous faites ici, une espèce d'intelligence collective, d'essayer de partager nos pépites, nos découvertes et ce qu'on sait, et puis d'être assez honnête sur ce qu'on sait pas et de se dire tiens, ce truc-là, je vais essayer d'aller gratter, quoi. Là, par exemple, c'est une invitation finalement à tout le public à aller sur les vaccins ARN. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est une technologie extrêmement novatrice. Alors, ça fait plusieurs années qu'on cherche dessus, ça fait plus de 20 ans, et ça a été utilisé pour le moment pour des thérapeutiques anticancéreuses. Mais ça n'a jamais été utilisé au niveau vaccinal, et surtout ça n'a jamais été utilisé sur une si grosse échelle, quoi, d'essayer de vacciner la planète entière, quoi. Ça me fait penser à une anecdote, c'est que justement le gouvernement allemand, quand il y a eu le Pandemrix pour H1N1, lui il s'est pas vacciné avec le même vaccin. Il n'y avait pas de squalène dedans. Ça avait fait un scandale, vous pouvez le retrouver sur internet en 2009. Pourquoi le gouvernement ne se vaccine pas avec la même chose qu'il donne au peuple? Pareil, les datas qu'on a, donc c'est celles de Pfizer, et ces datas, Pfizer, faut savoir ce que c'est une grande multinationale. Et donc, comme toutes les multinationales, elle cherche le profit maximal. Et elle intègre les amendes dans son business model. Ça fait partie de son process, quoi. Elle dit, OK, on va avoir tant d'amendes, tant d'effets secondaires, mais on va en vendre tant. OK, ça va, on fait du profit. Pour les actionnaires, on va verser des dividendes, etc. Et à tel point que Pfizer a été condamné en 2009 à 2,3 milliards d'euros d'amende pour falsification de données, publicité mensongère et commission occulte, c'est-à-dire en gros d'aller donner de l'argent à des gens qui étaient à des postes de décision, quoi. C'est à ceux-là qu'on fait confiance là pour le moment. Et on peut se dire bon, ils se sont fait taper sur les doigts en 2009, ça va, ils recommenceront plus. Non, en fait, depuis 10 ans, ils ont eu plus de 800 millions de dollars d'amende pour les mêmes choses, en fait. Donc c'est complètement intégré à leur business model, si vous voulez. Ça fait partie de leur façon de faire. L'immense majorité des gens ont pas fait de Covid ou des Covid asymptomatiques, où ils ont même pas vu passer le virus, quoi. Sur l'ensemble des tests positifs, il y en a plus de 83% qui sont asymptomatiques. Ils n'ont rien vu passer, quoi. Et puis il y en a 93 à 97% qui sont asymptomatiques ou bénins. Ça veut dire ils ont eu de la fièvre un peu, ils ont été un peu sur le flanc pendant quelques jours. Ils ont perdu l'odorat pendant un moment, mais c'est revenu. Donc ça, c'est le point de la gravité qu'on peut discuter déjà. Attendez, il n'y a pas de traitement. Même si on discute aucun traitement, il y a juste des choses qu'on sait. C'est l'oxygène, ça marche, c'est un traitement. Ça donne du temps et les gens, ils passent la phase aiguë de l'orage inflammatoire et ils vont mieux pour une grande majorité d'entre eux. Les corticoïdes, quand justement ils ont l'orage inflammatoire et qu'ils ont de l'oxygène, leur donner des corticoïdes, ça arrête l'orage inflammatoire, en tout cas ça l'écrète, ça fait qu'il dure moins longtemps, ça on le sait aussi, c'est démontré. Et puis il y a un troisième traitement qui est l'anticoagulation, c'est-à-dire que c'est une maladie des vaisseaux qui fait que c'est très inflammatoire en fait au niveau des vaisseaux, il y a une vascularite. Et le fait que les vaisseaux soient inflammés, ça fait qu'il y a plein de trucs qui vont s'accrocher sur les bords parce qu'ils sont inflammés et ça va faire des caillots qui vont boucher les artères. Donc ça fait des accidents vasculaires cérébraux, ça fait des infarctus dans le cœur, ça fait des embolies pulmonaires dans le poumon, ça fait des infarctus dans le rein. Ça, on sait que si on donne des anticoagulants, ça le fait pas, quoi. Et donc on a des traitements qui marchent bien en fait et qui évitent vachement de complications, font qu'à la fin, si on fait ça déjà correctement, et là je vous ai même pas parlé de trucs qu'on n'a pas le droit de dire sur internet, hein. Vous avez compris que je suis un peu sur une ligne rouge compliquée vis-à-vis de l'ordre des médecins parce que ils ont réduit notre liberté de parole encore fin décembre.
que donc les médecins sont très sujets à avoir des plaintes de l'ordre, voire même à perdre leur boulot, et qu'il y a beaucoup de médecins qui ont peur en fait. Pour ce qui est de la prévention, il y a la vitamine C et le zinc aussi qui ont l'air intéressants. Donc il y a des études là-dessus. C'est pareil, en tant que médecin allopathe soumis à mes tutelles, je peux pas le recommander, je peux juste dire intéressez-vous-y, allez voir, faites-vous votre idée. Mais il commence à y avoir des études intéressantes sur le sujet, quoi. Mon épouse travaille en EHPAD. Alors on va revenir dans le terre-à-terre, mais elle se pose la question de savoir pourquoi elle doit préparer de l'adrénaline lorsqu'elle va vacciner ses patients, qui est au passage à qui on laisse pas tellement le choix quand même. Mais pourquoi elle doit préparer de l'adrénaline? Est-ce que tu as une réponse ou un début d'explication? Parce qu'il peut y avoir des chocs anaphylactiques au moment de l'injection du vaccin, qui sont estimés à 1 pour 100 000 pour le moment, donc c'est quand même très rare. Mais c'est déjà 10 fois plus que pour les vaccins pour la grippe, par exemple. Sur ces 3 warnings-là, en fait, on est dans une grande étude. On est des cobayes dans le développement du vaccin, quoi. Et les personnes âgées en EHPAD sont des cobayes, voilà, qu'on le veuille ou non. Elles sont en fait incluses dans une sorte de grande étude, grandeur nature, à grande échelle, où on ne sait pas du tout vers quoi on va. La maladie qu'on a là, elle est assez particulière. C'est pas une grippe standard. En tant que clinicien, moi, je vois une différence. Le tableau clinique, il n'est pas le même. Donc, ça arrive qu'on ait des gens qui aient le SARS-CoV-2 et qui aient une autre maladie, c'est vrai. Et c'est tout un pan des décès. Si on compte à la fin, on nous dit qu'il y a 62 000 décès, mais en vrai, si on regarde les chiffres de Santé publique France, on est plutôt à 56 000, je crois. Et puis, si on regarde vraiment, mais qui est mort avec le SARS-CoV-2, qui est mort du SARS-CoV-2 Covid, c'est-à-dire vraiment malade de cette maladie-là, et qui est mort d'autre chose, en fait, on arriverait peut-être à 25 000, quoi. Donc on réduirait encore les stats. Mais pour le moment, on sait pas faire on fait pas la différence, quoi. Mais si on revient sur cette histoire de frigo, sur cette histoire de médicaments, sur cette histoire de à qui va l'argent, etc. Est-ce que, et puis où est-ce qu'il va pas? C'est-à-dire, est-ce que en mettant le même argent dans développer des traitements pas chers, dans améliorer l'hôpital, les soignants, mieux les payer, faire qu'il y ait plus d'infirmiers, d'aides-soignantes, de médecins, des lits qui vont bien, du matos qui va bien, et si on avait fait ça? Qu'est-ce qui était le meilleur comme stratégie? C'est ça la vraie question utilitariste. Or, à l'évidence, cet argent, il va aller dans la poche des actionnaires, donc des hedge funds qui sont à la tête, qui ont l'argent des entreprises du médicament. Voilà, de Big Pharma, si vous voulez. Mais c'est même pas Big Pharma, parce que Big Pharma, c'est le gang. Mais les vrais boss du gang, c'est les financiers, c'est les banques. Et derrière, vous avez Big Pharma, et puis après, vous avez les dealers sur les plateaux télé, c'est-à-dire les professeurs et autres qui s'expriment de manière complètement dogmatique et qui ont des conflits d'intérêts qui sont massifs. Alors, vous avez remarqué, je dis aucun nom ni rien, je reste parfaitement clean et déontologique, mais voilà, si vous regardez juste la liste des conflits d'intérêts des gens qui passent à la télévision, vous savez que à la fin, ce sont les dealers. Donc, c'est altruiste pour qui? Pour les labos qui vont pas payer les effets secondaires, comme je vous l'ai dit? Ah oui, ça sûrement. C'est altruiste pour qui? Pour les toubibs qui reçoivent 9 € à chaque fois qu'ils injectent un vaccin à un patient, et 4 € s'ils le mettent dans la base de données. Donc je crois que c'est ça les chiffres, faudra vérifier, mais ça veut dire qu'un médecin, il est incité financièrement à la vaccination. Déjà, il était incité dogmatiquement, mais en plus là, il est incité financièrement. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là en fait? On pourrait pas les laisser tranquilles et voir leur famille. Et parce que, est-ce qu'on pourrait leur demander déjà juste? Qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Vous avez vu Morissette? Vous pensez qu'elle a vraiment capté ce qu'on lui disait? Bien sûr que non. C'est un scandale en fait. Donc on n'est pas du tout sur un des principes fondamentaux de la médecine, qui est l'autonomie du patient. Ça veut dire qu'on fait de la recherche sur les gens sans leur consentement éclairé. Mais ça, c'est Nuremberg. Les médecins nazis, c'est ce qu'ils ont fait, Mengele et tout ça. Ils ont fait de la recherche sur les gens sans leur demander. Parfois sur des trucs utiles. Hein. Nous, on utilise certains médicaments qui ont été développés avec les nazis, quoi. Donc ça même pas la question de c'est utile ou pas. C'est la question, est-ce que les gens ils sont d'accord? Est-ce que c'est des cobayes ou est-ce que vous les avez vraiment informés? Ça, il y a eu les procès de Nuremberg qui a donné lieu au code de Nuremberg qui disait c'est complètement interdit, on peut pas faire ça. C'est un crime contre l'humanité. On n'a pas le droit. Et puis il y a l'autonomie. L'autonomie, c'est je peux pas le faire contre votre gré. Et ça, il y a la loi en France qui a dit, la loi du 4 mars 2002, renforcée en 2008, qui a dit le patient il a le droit de refuser un traitement, même si ça risque de le faire mourir. Et c'est comme ça. Et le médecin, il n'a pas tout pouvoir sur le patient, et le patient fait ce qu'il veut. Si je crois à la vaccination, et que donc je me fais vacciner je sais pas, contre la polio,
enfin, je me fais vacciner contre une maladie, c'est donc que c'est censé me protéger et que je crois que ça me protège. Donc, si mon voisin, lui, n'est pas vacciné, en quoi ça me concerne? En quoi c'est un danger pour moi, les gens qui ne sont pas vaccinés? Je n'ai jamais compris cet argument de l'altruisme. Ouais, c'est une figure de style rhétorique. Et le maître Divisio, qui est toujours assez fin et rigolo, il l'a dit, quoi, hein, sur des plateaux télé, il a dit, mais je vais dans un resto, je suis pas vacciné, mais l'autre, il est vacciné, donc je m'en fous, c'est moi qui ai choisi d'être malade, quoi. Et si j'ai envie, voilà. Après, on va vous dire, ouais, mais tu es malade, mais donc tu vas coûter de l'argent à la société. Test de trucs qu'on peut filer tant qu'on veut, quoi. C'est-à-dire, dans ce cas-là, mais on interdit de fumer, on interdit de boire, on interdit de marcher dans la rue, on interdit de... dans quel monde on va vivre, quoi. Le curseur de la liberté, de la sécurité, il faut le placer au bon endroit, quoi. Ouais, tu peux pas faire n'importe quoi, c'est vrai. Mais quand juste sortir dans la rue parce que t'es pas vacciné, on t'explique que c'est n'importe quoi. Non mais attends, oh, non là, le curseur de la sécurité, vous l'avez poussé vraiment trop loin, quoi. Vous m'avez enlevé trop de liberté. Ce qu'on sait sur cet essai, c'est des gens sains. L'efficacité est probablement pas celle qui est annoncée. C'était une annonce punchline pour passer l'AMM. Les gens de plus de 75 ans, donc les gens avec des antécédents, et on n'a pas testé, donc on peut pas dire ah oui vous êtes hypertendu, diabétique, obèse, immunodéprimé avec un cancer, etc. Ça va très bien marcher chez vous. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien et on sait déjà d'avant que en général les vaccins ça marche moins bien chez ces gens-là. C'est là que vous voyez qu'en fait c'est un jeu d'apprenti sorcier et que il y a des bonnes raisons pour lesquelles les vaccins sont développés sur 8 ans, 10 ans. C'est pas pour rien. Les datas, les faits. Tu vois, sur le masque, par exemple, il y a Dan Masque, il y a une étude qui est sortie hier chez l'enfant en préprint qui montre que les effets secondaires sont très importants, en fait. Vous pouvez regarder la minute de Ricardo, ça s'appelle sur Twitter, la minute de Ricardo, par un journaliste de France Soir, je sais plus comment il s'appelle, Boutry, je crois, qui vulgarise une étude allemande qui a été faite sur un très grand nombre d'enfants, qui montre tous les effets secondaires du masque, en fait, au niveau sanitaire, vraiment, puis au niveau psycho-affectif, au niveau résultats scolaires, au niveau dépression, enfin c'est un carnage, quoi. C'est un carnage. Et quand tu demandes aux gens directement dans la rue, mais tu crois vraiment que BFM te dit la vérité? Et ils disent bah non, bien sûr. Mais ça va, j'ai mon esprit critique, ça va. Mais donc ils se rendent pas compte en fait que c'est pas une histoire de croire ou pas croire, c'est une technique de te laver le cerveau, quoi. Et ça marche. Si tu regardes BFM, de toute manière, tu vas te faire laver le cerveau, que tu le veuilles ou non, parce que les informations dans lesquelles tu baignes créent le monde dans lequel tu vis, quoi. Et donc le seul traitement, c'est de couper la télé, quoi. À mon sens, le fait de rigoler, le fait de diminuer le niveau de stress, c'est-à-dire, ok, on rentre en tyrannie, ok, il y a des multinationales qui veulent notre peau, mais c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on le sait, quoi. Et donc il y a besoin d'avoir de l'humour, quoi, et de plutôt le vivre dans la joie. C'est pas toujours facile, hein, mais et compris pour moi, quoi. Mais vraiment essayer de mettre de la joie et de l'humour, quoi. Tous les jours, rigoler 5 bonnes minutes par jour, mais vraiment à gorge déployée, quoi, avec les minots et avec les copains. Je pense que ça fait du bien, quoi.